Docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, comme chaque mercredi, fidèle au poste pour cette chronique économique hebdomadaire qui a beaucoup de succès, il faut l'avouer, sur Internet, sur Facebook. Alors, nous allons parler d'un sujet, effectivement, qui est tout à fait étonnant. Alors, c'est une sorte de grève perlée, on pourrait appeler ça comme cela, de la part des chauffeurs des trains israéliens. Que se passe-t-il ? Comment se fait-il que ces dernières semaines, les chauffeurs de train en Israël soient brusquement, soudainement, tous malades de quasiment la même maladie et ils guérissent quasiment au même moment. Et lorsqu'ils sont malades, ils paralysent d'une certaine manière le réseau ferroviaire et mettent, on va dire, en difficulté des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Bonjour. Bonjour. Au contraire des trains qui n'arrivent pas à l'heure, aujourd'hui, notre chronique commence avant même. Ouais, voilà. Vous avez posé la question sur le problème des trains d'une certaine façon de la grève des... Par rapport à la grève, oui. Par rapport à la grève. Ceux qui ont investi dans les trains, dans la bourse, eux, ils se posent une autre question. Pourquoi les entreprises qui sont chargées de noter la situation financière des trains, elle a commencé à dire qu'elle a ces sociétés-là qui sont chargées des notations. De ce qu'on appelle Rakevet Israël. De la Rakevet Israël, qui a émis des obligations, de a dit la semaine dernière qu'elle s'inquiète sur la santé financière des trains et qu'elle ne sait pas si elle pourra rembourser une partie des emprunts. Oula. C'est-à-dire, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands investissements qui sont faits. Oui. Et c'est très intéressant, en vérité, que le problème du train, on pourrait dire, représente tout pour les bons côtés et les mauvais côtés de ce qui se passe dans l'économie d'Israël. On pourrait dire même depuis la création d'Israël, même peut-être avant. Pourquoi alors, dites-nous. Parce qu'au début de l'État, pour diverses raisons, je pense aussi sécuritaires, on en parlait, le train n'a pas été assez développé. Oui. Et donc, ça, on avait remarqué. La périphérie, les gens qui devaient habiter loin parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'acheter dans les endroits où c'était proche des endroits de travail, étaient exclus et souvent étaient au chômage. Et il y avait des problèmes. Maintenant, ce phénomène a entraîné d'abord beaucoup de gens à acheter des voitures. Comme vous le savez, sans arrêt, il y a des problèmes de parking ou des problèmes de bouchons. Bien sûr. Beaucoup plus grands que dans n'importe quel pays de l'OCDE auquel Israël doit faire faire. Et il y a eu, ces dernières années, une volonté gouvernementale d'investir des sommes massives dans les chemins de fer. Dans les chemins de fer, en particulier dans les chemins de fer, dans tout ce qui est public, et en particulier dans le chemin de fer. Maintenant, il y a des problèmes. Souvent, on en a parlé, que le ministère des Finances, c'est vrai aussi qu'il est chargé de la bourse, il doit avoir des choses importantes, souvent va à la traîne pour donner l'argent qu'il faut. Oui. Maintenant, je vous demande, vous avez parlé de la grève perlée des conducteurs, parce que c'est une grande entreprise qui est syndiquée. Donc, vous savez ici que quand il y a des monopoles, quand il y a les syndicats sont forts, c'est bien aussi. Comité d'entreprise solide, oui. Oui. Maintenant, c'est un problème pour les usagers, sinon pas une possibilité de savoir s'ils peuvent vraiment arriver à l'heure. On le voit souvent dans Jérusalem, Tel Aviv, le train, mais aussi à cause des problèmes dont vous venez de parler. Mais je vous prends quelque chose, moi je pensais que c'était ça que je faisais allusion. Hier, Intel, dont on a parlé, on a dit beaucoup de bien il y a quelques semaines, a fait pour ses ouvriers, pour ses salariés, a fait une grande fête. Et elle a pris, c'était un moment de pointe, les trains lui ont donné 40 wagons pour pouvoir, sans entreprise, les utiliser pour son emploi, pour son problème. Alors qu'en fait, c'était des trains, des wagons qui auraient dû servir, c'était l'heure de pointe, à d'autres usagers. Ouais. Et donc, en vérité, ce que je vous dis... c'est un peu la jungle, on va dire. Voilà, on peut dire, mais je crois que, nous sommes dans ça, il faut toujours, vous me dites, et des fois avec raison, je suis un peu critique. Mais je crois que, finalement... On est à une période charnière. On est en train de passer on va dire, de l'ère préhistorique à l'ère moderne, au niveau des chemins de fer. Oui, et vous aurez des endroits comme, je pense, Dimona, ou on parle même de Eilat, je sais pas, mais c'est des grands projets pourront être entre 1 heure et 2 heures des endroits où il y a du travail, de Tel Aviv et tout ça. Et toute la façon dont Israël sera peuplé, et point de vue économique, pourra changer. Et c'est très important de le faire. Et c'est bien qu'on en parle des problèmes qu'il y a, et qui sont à l'heure actuelle. Non, mais
mais et c'est qu'on vrai voit c'est vrai que parfois on a tendance à s'arracher les cheveux lorsqu'on voit des informations sur les chemins de fer. Je vous donne un exemple, justement avec l'inauguration de la ligne Jérusalem-Tel Aviv, ce qui n'est pas encore jusqu'à Tel Aviv, c'est seulement jusqu'à l'aéroport Ben Gurion. Il y a des problèmes techniques réguliers sur cette ligne qui n'a pas, on va dire, pas suscité d'engouement en particulier, justement en raison de cette. Mais on a l'impression que véritablement rien n'a été prévu, alors que pourtant ça a pris beaucoup de temps. On a l'impression, par exemple, c'est-à-dire que pour alimenter cette ligne, eh bien, il a fallu prendre des wagons et des locomotives d'une autre ligne, alors que l'on n'a pas acheté de nouvelles locomotives, de nouveaux wagons. C'est-à-dire, c'est stupéfiant. C'est-à-dire, est-ce que c'est un manque de planification? C'est peut-être l'occasion de se demander si véritablement la planification dans l'État d'Israël, c'est quelque chose qui marche, ou alors finalement, puisqu'on est en période électorale, on va de gouvernement en gouvernement, chacun est intéressé à tirer les profits rapidement de ses actions politiques, et qu'on ne planifie pas, comme par exemple on pourrait le faire en France, avec des fonctionnaires d'État, de l'ENA qui sont là et qui savent voir à très long terme. Vous posez les problèmes de fond, c'est pour ça que j'ai dit que c'est symptomatique. En vérité, et vous parlez, on est en période électorale, au lieu de ce que j'appelle la barberette, des fois des heures de télévision pour des choses qui n'ont, à mon avis, pas tellement d'intérêt. On ne pose pas, normalement, une période électorale, une période où la société, où les gens doivent se poser des vrais problèmes économiques, sociaux. Effectivement. Et on n'en parle pas du tout. Et on n'en parle pas assez, en tout cas. Oui. Alors, ça c'est pour ce qui est des chemins de fer. Il y a un autre sujet que vous avez choisi de développer avec nous. Il se rapporte à des notations de crédit aux particuliers. C'est une nouvelle notation à partir du mois d'avril. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est des prêts, c'est des crédits, c'est la banque, c'est des prêts hypothécaires? On en a parlé déjà dans notre émission à la fin de l'année dernière. Il y a une loi qui est passée en 2018, qu'à mon avis, les gens n'ont pas fait attention à cette loi. Sans le savoir, à partir de 2018, la Banque d'Israël a commencé, sur chaque Israélien, à recueillir des données. Est-ce qu'il se paye, on a parlé, est-ce qu'il paye sa arnouna, est-ce qu'il paye ses impôts, est-ce que des fois ça lui arrive que son compte soit fermé, etc., etc. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'intention était bonne. Il y a un problème on en parlera j'espère après aussi, de concurrence dans l'octroi des crédits, surtout aux particuliers. Les prêts sont extrêmement forts et Carlon, avec justesse, a voulu faire une réforme qui permettrait d'augmenter le nombre de prêteurs qui ne seraient pas seulement des banques, mais des agents financiers, voire des cartes de crédit, on en a parlé aussi, et qui pourraient faire une concurrence sur la qualité et sur les taux qui seraient donnés aux particuliers. Maintenant, ils ont chargé une entreprise qui s'appelle Dan & Brest, qui est très connue en Israël et dans le monde, je pense, qui est chargée de noter, comme en Amérique, en vérité, système américain, crédit scoring, on va vouloir noter les gens. Ce qui m'a inquiété hier, et je voudrais le dire devant les gens, c'est qu'il y a eu un interview dans Globes de la personne de cette entreprise qui est chargée de recueillir les données et maintenant de noter et de les donner aux entreprises de crédit qui, à partir du mois d'avril, ne donneront et vous demanderont des crédits que lorsqu'ils auront cette note. C'est qu'il a dit que le ministère de la Justice n'a permis uniquement de donner ce que les gens doivent, ou bien s'ils ont été ce qu'on appelle en autre à la poêle, ça veut dire qu'ils ont fait un problème, qu'on a dû leur enlever leur appartement, ou des choses comme ça. Mais dans ce que les entreprises, les organismes financiers auront pour juger la notation, ce que la personne a n'est pas rentré dedans, parce que le ministère de la Justice n'a pas permis de donner cette information à cette société. Donc, imaginez quelqu'un qui a un grand portefeuille en bourse, quelqu'un qui a une maison, quelqu'un qui a des choses. Alors, il va venir pour emprunter, on va dire, mais en vérité, je vois que tu es presque du minus, je vois pas ce que tu as, et c'est à mon avis un grand problème. Et j'ai peur que les intentions peuvent être bonnes, mais qu'on sera devant nouveau une crise sociale, et surtout, je le dis, des gens qui ont un niveau socio-économique pas très important, qui sont entre la classe moyenne et la classe qui est faible, sera le plus touchée par cette nouvelle notation, parce qu'on prête qu'aux riches. Alors, oui. Alors effectivement. Et aux gens non malades. Voilà, c'est ça. Alors, justement, nous allons parler avec vous d'un sujet qui nous ramène à Qualita, puisque vous êtes vous-même... Vous avez décidé de vous impliquer dans le cadre de Qualitime, qui est, on va dire, la structure de volontariat créée par Qualita. Vous avez décidé de vous investir dans le domaine du conseil économique pour les Olim Hadashim. Alors, expliquez-nous un peu quel est
de quoi vous, quels sont les conseils que vous donnez en général et justement quelles sont les questions que l'on vous pose le plus fréquemment. Juste, très bien. Ce que nous faisons à la radio dans notre chronique, c'est macro. C'est de façon générale, on essaye encore une fois de parler des sujets qui intéressent les gens, de leur faire comprendre l'économie. Mais il y a le problème des particuliers, des gens particuliers. Et je suis très heureux que, enfin, comme vous avez ici à Qualita Hub Emploi, c'est-à-dire que les gens qui trouvent l'emploi, on les forme, on cherche d'emploi, on les aide, on leur donne des annonces, etc. Et on les forme. Également, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes ou des questions à poser, point de vue économique et financier. Et donc, il y a une semaine dernière, il y a eu une émission qui a été faite pour lancer le projet. Vous savez, dirigée par l'équipe de Sarah Simra, qui je remercie beaucoup, et Ariel Hawayon, qui sont extraordinaires. Et nous avons décidé de nous adresser au public et de dire, chaque personne qui voudra avoir des conseils économico-financiers avant de prendre une décision, même pour savoir s'ils peuvent avoir des recours par rapport à l'organisme, à leur banque ou à d'autres choses, ou bien si vraiment on leur prend pas trop d'argent dans les banques, ou est-ce que leur portefeuille est bien géré. Et nous avons décidé que s'il y a de la demande, le mercredi matin, après Qualita, comme on dit mitzvah, gores mitzvah, il y aura ici un endroit où je pourrais recevoir les gens qui auraient ce genre de questions. Et aussi, il y a un mail, il y a des téléphones qui sont donnés et Qualita. Maintenant, c'est très important, je voudrais vous dire, il y a eu plusieurs cas. On m'a même appelé, voyez, de Toulouse. Donc c'est bien, même de la France, on a entendu Qualita, et c'est bien, avant des gens, et je lui ai même conseillé à cette personne, point de vue économique, de faire la Aliyah. J'ai dit, j'espère que Qualita me donnera des chocolats, puisque c'est le but de refaire. Mais c'est très important, je vais vous dire un cas qui m'a été donné cette semaine, cas très très douloureux, lié au terrorisme, que son enfant était dans le truc de terrorisme, et elle avait été accablée par les banques. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ils ont pris une mashkanta, juste avant l'année 2012, 3 ans avant, et elle n'a pas encore terminé de payer. Elle a emprunté 300 000, ils ont emprunté 300 000 shekels, et ils ont pour l'instant payé déjà 600 000. Ça veut dire 2 fois plus qu'ils ont emprunté. Et alors on a fait le calcul, et ça revient à du 10% par an. Maintenant, j'ai vu les taux auxquels on lui a fait. C'est vrai qu'on n'est plus comme maintenant depuis plusieurs années, depuis les années 2008, on est dans un taux très très bas. On en a parlé souvent ici. Maintenant, à l'époque, c'est évident. Les banques qui devaient se ressourcer sur les marchés financiers avaient des des taux plus importants. Et elle, c'était, par exemple, ça pouvait être l'inflation plus 6%. Et il n'y a pas de réactualisation alors. Très important. Maintenant, il y a eu des lois après que l'État a fait pour justement permettre aux gens de ce qu'on appelle réactualiser en hébreu le marzer, la mashkanta, de refaire un truc, de pouvoir payer, des fois payer une petite amende et nous permettre d'un prêter moins cher maintenant. C'est ça, bien sûr. Maintenant, elle a dit qu'elle l'a fait 1 ou 2 fois dans les banques et qu'ils l'ont refusé. Je ne sais pas à quelle époque, c'est peut-être pas justifié. Mais ce que je voudrais vous dire, d'un côté, je vais dire la banque, qu'est-ce qu'elle dira? Vous avez acheté avec ça une maison, et la maison qu'elle a achetée, elle, à mon avis, elle vaut 5-6 fois plus que... Donc, il faut voir ce côté-là. Ouais. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand les gens maintenant ils vont prendre des mashkanta hautes, ils vont prendre sur 10 ou 20 ans, souvent ils prennent sur 20 ans, ils doivent savoir qu'ils doivent le payer. Et que finalement, les intérêts qu'ils vont devoir payer, et j'en ai parlé très 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 souvent, les intérêts que les banques mashkanta, la façon dont ils calculent, sont le double que ce que vous pouvez avoir dans des banques commerciales. Et les banques commerciales vous prêtent facilement jusqu'à 12 ans, et la façon dont ils calculent les intérêts sont beaucoup plus la moitié de la façon dont mashkanta paye. Et il y a beaucoup moins de problèmes juridiques, etc. Simplement la banque, elle vous sourit d'ailleurs. Sachez ce qui sont des choses les plus importantes. Les banques adorent qu'on leur apprenne, parce que c'est là où ils font le plus d'argent. On en a parlé des écarts. Et donc je voudrais dire aux gens qu'il y a d'autres solutions et qu'avant qu'ils prennent des décisions de son genre, parce que je ne sais pas si l'oubli va augmenter. Alors, ce que l'on peut dire pour résumer, pour terminer cette chronique, c'est que en dehors de la chronique de chaque semaine, de chaque mercredi, nos auditeurs peuvent vous contacter directement par Qualitime. Par Qualitime. Il suffit qu'ils se branchent sur Facebook ou sur Qualitime. Oui. Et ils pourront avoir de votre part des conseils judicieux pour essayer de mieux gérer, on va dire, leur portefeuille économique et leur situation économique et sociale dans leur arrivée et dans leur intégration en Israël. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour cette implication, cette double implication, donc on va dire au quotidien, à l'hebdomadaire et au quotidien en faveur des Olim Hadashi. Merci beaucoup, et c'est la fin de cette heure, c'est la fin de cette
chronique hebdomadaire économique du docteur Daniel Guggenheim. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire, qui clôturera cette heure d'actualité ce matin sur Studio Qualité.